Après avoir été esclave à Saint-Domingue, son île natale, Toussaint Louverture fut l'un des instigateurs de la Révolution des Noirs dans les Caraïbes. Mais aussitôt qu'éclata la Révolution française, il se rangea aux côtés de ceux qui la portaient et s'enthousiasma surtout pour la notion et le mot de liberté contenu dans la devise républicaine. Il voua ensuite une grande admiration au petit général, né comme lui sur une île, qui va bientôt l'incarner en métropole, Napoléon Bonaparte. Au début, les deux hommes sont sur la même longueur d'onde, partagent les mêmes idées sur l'organisation de la société nouvelle, basée sur les principes des droits de l'homme et du citoyen, et la nécessité de maintenir l'ordre grâce à un pouvoir fort et respecté. Ils s'entendent sur l'essentiel, mais bientôt s'amorça une lutte implacable entre deux égaux, se transformant en affrontement direct. Chers amis, bonjour. Je vais donc vous parler aujourd'hui de Toussaint Louverture, de sa vie tumultueuse et de ses relations compliquées avec Napoléon Bonaparte. Bonaparte, alors âgé de 33 ans, est premier consul et il est surnommé le pacificateur. Sa brillante victoire de Marengo lui a permis de signer la paix avec l'Autriche en février 1801. Et assurément, il a tous les motifs d'être satisfait. La France sortait d'une longue période de turbulence. Une ère nouvelle s'annonçait, loin du son des canons et des champs de bataille sanglants. Le français, grâce à lui, pour la première fois depuis 1789, respirait plus librement. Le concordat est signé entre la France et le Saint-Siège, le catholicisme reconnu comme la religion de la majorité des Français, mais tout en permettant la pratique des autres cultes, et l'année suivante, un accord de paix avec l'Angleterre, notre sempiternel adversaire, est ratifié à Amiens et une amnistie générale décrétée pour les émigrés. Qui pouvait contester que le premier consul était l'homme de la réconciliation? Et d'ailleurs, les Français lui en étaient profondément reconnaissants. Pour toutes ces raisons, il est donc très populaire et acclamé par la foule lors de chacun de ses déplacements. Mais cela ne suffisait pas à sa satisfaction. Il était en effet très ambitieux, et il espérait bien s'implanter un jour au-delà de l'océan, sur le continent américain qui le fascinait. Après l'échec de l'expédition d'Égypte, il avait en tête d'initier un nouvel empire colonial français en Amérique. En fait, il avait fait un rêve, faire du golfe du Mexique un lac français. Un rêve utopique sans doute, et en définitive, pas si utopique qu'on pourrait le penser à partir du moment où l'Espagne acceptait de nous rendre la Louisiane en échange de nouveaux territoires en Italie. La Louisiane, en effet, c'était une aubaine pour lui et une chance de pouvoir réaliser son rêve. Il faut savoir qu'à cette époque, la Louisiane ne se limitait pas à la Nouvelle-Orléans. Son territoire était immense. Il s'étendait sur une grande partie du centre des États-Unis actuels et comportait l'Arkansas, le Minnesota, le Colorado, le Dakota, le Montana, le Wyoming et l'Oklahoma. À la suite de la coûteuse guerre de 7 ans dans les années 1760, la partie occidentale avait été cédée à l'Espagne, alors notre allié, et la partie orientale à la Grande-Bretagne,
par le traité de Paris de 1763. Avec la Louisiane revenue dans notre escarcelle, Napoléon allait pouvoir faire jeu égal avec les États-Unis en s'appuyant sur nos colonies des Antilles, même si celles-ci n'étaient plus pour nous le poumon économique qu'elles étaient autrefois, grâce au sucre et au café récoltés par le million d'esclaves noirs venus d'Afrique depuis les années 1670. Lorsqu'éclata la Révolution française, le problème de l'esclavage et son abolition fut très vite abordé. Mais, il faut en convenir, les différentes assemblées qui se succédèrent depuis 1789 restèrent très frileuses sur cette question. Quant aux colons français, même si majoritairement ils se réclamèrent de la Révolution, ils n'en cherchèrent pas moins à préserver l'ordre issu de l'Ancien Régime, et en France même, les abolitionnistes, regroupés autour de la Société des Amis des Noirs et de quelques députés, dont Mirabeau, Condorcet et l'abbé Grégoire, n'étaient pas légion. En fait, l'esclavage, qui sera finalement aboli par la Révolution en 1794, était essentiellement lié à nos colonies, et le problème colonial échappait à la plupart des hommes de la Révolution, et même de Robespierre, à l'exception toutefois d'un seul, Jean-Baptiste Marat, qui proclamait haut et fort le droit des colonies à la sécession. À l'annonce de l'abolition de l'esclavage, les colons de Guadeloupe et de Martinique s'affolent. Prêts à tout pour conserver la manne que représentaient leurs esclaves, 85 000 à la Martinique, 90 000 à la Guadeloupe, ils firent les yeux doux aux Anglais, toujours à l'affût, et contre leur promesse de maintenir la situation antérieure, les laissèrent envahir leurs îles. Saint-Domingue fut une exception, car elle se rallia aussitôt à la France, suivant d'un seul homme, celui qui sut rassembler autour de lui les Noirs, une grande partie des colons blancs de l'île et des hommes de couleur déjà libres, mais aspirant à l'égalité. Je veux parler de Toussaint Louverture. Ce que l'on appela dans les Caraïbes la Révolution des Noirs prit naissance dans l'exaltation d'une cérémonie vaudou. Elle s'enflamma très vite, puis elle retomba. Ce fut l'instant décisif, celui de la raison froide et de l'énergie inébranlable. Ce fut l'heure de Toussaint Louverture. Aimé Césaire parlera très justement de sa lucidité, de son intelligence et de son génie qui trouvent tout leur sens et leur exceptionnelle valeur dans une vue profonde et souvent divinatrice de l'histoire. Toussaint Louverture voyait très loin, et on peut regretter que Bonaparte, auquel il fit part de ce qu'il imaginait pour son île natale, Saint-Domingue, n'examina pas de plus près ces idées novatrices qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Saint-Domingue était alors partagé entre la France à l'ouest et l'Espagne à l'est, et Toussaint songeait sérieusement à prendre le contrôle de la totalité de l'île qui serait étroitement liée à la France dans le cadre de relations harmonieuses. En fait, ce que Toussaint présenta alors à Bonaparte, et qui en définitive le perdra, c'était, comme l'expliquera Aimé Césaire, le germe d'un véritable Commonwealth français. Bonaparte ne vit pas tout ce qu'il y avait de novateur dans cette proposition et d'avantage pour la France qui pouvait s'implanter solidement dans les Caraïbes et au-delà.
Dans une lettre qu'il lui adressa le 18 novembre 1801, il ne l'évoque même pas. Mais il manie la flatterie à son égard, lui disant notamment « Nous avons conçu pour vous de l'estime, et nous nous plaisons à reconnaître et à proclamer les grands services que vous avez rendus au peuple français. » Il se fait aussi menaçant. Une conduite contraire à ce que nous souhaitons vous ferait perdre vos droits nombreux à la reconnaissance et aux bienfaits de la République, et creuserez sous vos pas un précipice qui, en vous engloutissant, pourrait contribuer au malheur de ces braves Noirs dont nous aimons le courage et dont nous nous verrions avec peine obligés de punir la rébellion. La lettre est accompagnée d'une proclamation aux habitants de Saint-Domingue. Quelles que soient vos origines et votre couleur, vous êtes tous Français. Vous êtes tous libres et tous égaux devant Dieu et les hommes. Le gouvernement vous envoie le général Leclerc. Il amène avec lui de grandes forces pour vous protéger contre vos ennemis et contre les ennemis de la République. Si la proposition de Toussaint ne parvint pas à intéresser Bonaparte, c'est sans doute parce qu'elle était trop audacieuse. Peut-être aussi parce que les positions des deux hommes n'étaient pas franchement déclarées et qu'elles demeuraient ambiguës. Mais qui était donc réellement ce Toussaint Louverture, singulier général français, nourri des philosophes des Lumières, pour lequel Bonaparte semblait avoir une grande estime, mais aussi une grande méfiance? Fils d'esclave originaire du Bénin, Toussaint naît à Saint-Domingue en 1743. Il sert d'abord comme esclave sur l'habitation Breda. On appelait habitation dans les Antilles les exploitations agricoles tenues par des colons de métropole. Il devint rapidement le protégé du gérant de l'habitation Bayon de Libertate, qui avait remarqué sa vive intelligence et le laissait libre de ses mouvements. Il protégea à son tour son ancien maître lors de la première insurrection noire de 1791. Affranchi probablement à la fin des années 1760, il prit comme patronyme Breda, du nom de l'habitation dont il avait été l'esclave. En 1779, il se retrouve à la tête d'une habitation produisant du café et comportant 13 esclaves, parmi lesquels un certain Jean-Jacques, qui deviendra son successeur à la tête de l'île et deviendra l'empereur de Salines. Toussaint Louverture fera partie des esclaves noirs qui bénéficiaient sous l'Ancien Régime d'une ascension sociale rapide. Sous la Révolution, il devient l'un des instigateurs de l'insurrection noire, ou la Révolution des Noirs, à Saint-Domingue, avec sans doute l'assentiment des royalistes qui se méprennent sur ses intentions. En effet, il se range aussitôt aux côtés de la France devenue une république en 1792, et il reprend à son compte les idéaux des Lumières, de la République et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, fraternité, la devise de la République ne peut que l'enthousiasmer, lui qui fut esclave et qui représente cette classe de paysans noirs mûris par des années d'asservissement et de révolte. La liberté n'est pas pour lui un vain mot, et comme il voue une admiration à celui qui l'incarne désormais en métropole, Napoléon Bonaparte, tout semblait se présenter sous les meilleurs auspices. Brillant organisateur militaire, Toussaint se fait vite remarquer par son
son courage et ses talents militaires, à la tête de son armée de 3 à 4 000 Noirs, ainsi que pour la discipline qu'il y instaure. Promu lieutenant général, il remplace son nom de Breda par celui de Louverture, qui suggérait son habileté à ouvrir une brèche dans les rangs de l'adversaire. Désormais au service de la République française, il apporte son soutien au général Lavaux, responsable de la partie nord-ouest de la colonie. Il devient général de brigade le 6 juin 1793 et se lie d'amitié avec le général Lavaux. En 1798, il négocie la reddition des Britanniques occupant l'ouest de l'île et en 1799 envahit la partie espagnole. La consécration arrivera pour lui le 4 mars 1801 lorsque Napoléon le nomma général de division et capitaine général à Saint-Domingue, à savoir le deuxième personnage de la colonie après le représentant légal de la France. Ses qualités militaires et ses succès sur le terrain le mènent à développer des ambitions politiques. Et il va alors n'avoir de cesse que de créer un État à l'image de celui de son modèle, Napoléon Bonaparte. Il élabore une constitution calquée sur celle de l'an 7, notamment pour la prééminence de l'exécutif et du militaire. Il se nomme lui-même gouverneur à vie de Saint-Domingue, qui n'en reste pas moins terre française. Cette constitution du 8 juillet 1801, dite Constitution de Saint-Domingue, est bien accueillie dans toute l'île, et ce chef militaire autodidacte, parvenu, grâce à son intelligence et son habileté peu commune, à la tête de Saint-Domingue, est célébré avec faste à la fois par les Noirs et par les Blancs. On peut lire en tête des lettres qu'il adressa à Bonaparte à ce moment-là, « Le premier des Noirs au premier des Blancs ». La Constitution du 8 juillet reconnaît la liberté générale de tous, supprime l'esclavage, sans toutefois interdire le recours, si cela était nécessaire, à une main-d'œuvre africaine. Elle consacre le catholicisme comme religion d'État, et elle entend aussi restaurer les valeurs morales. Le divorce légalisé sous la Révolution est supprimé. Les planteurs blancs émigrés qui avaient fui sont rappelés. L'étiquette, comme celle établie par Napoléon en France, est de rigueur. Toussaint Louverture s'entoure d'une cour éblouissante et il exerce un ascendant sur tout son entourage. Il faut dire qu'il avait fière allure dans son uniforme bleu d'officier français au col blanc, avec des épaulettes et avec son bicorne à plumes et cocarde tricolore. À l'exception de Napoléon, aucune figure républicaine n'avait parcouru tant de chemin et en si peu de temps. Comme lui, il était très sobre et mangeait peu et rapidement, mais rien ne manquait à sa table pour ses hôtes. Il aimait passionnément les roses, et très souvent il en tenait une à la main qu'il respirait avec délectation. La musique, et surtout la musique militaire, lui causait un plaisir inexprimable. Il aimait surtout le son bruyant de la trompette qu'il faisait venir exprès pendant le court instant qu'il dînait. Doué d'une mémoire prodigieuse, il connaissait les noms de tous les officiers et ceux de la plupart des soldats. Dans les camps, il se couchait habillé, botté et éperonné. Quand il montait à cheval, au lieu de cravache, il avait une canne à pommeau d'or. Jamais il ne frappait le coursier qu'il montait, ni ne lui donnait des coups d'éperon. Son cheval favori s'appelait Bel Argent.
L'ombre de sa canne qu'il levait en l'air suffisait pour le mettre au galop. Comme Napoléon, il aimait beaucoup les chevaux. Cet amour venait de l'époque où il était cocher de Bayon de Libertat avant la Révolution. Je voudrais également vous parler brièvement de ses relations avec la famille de Beauharnais, originaire de la Martinique. Alexandre de Beauharnais était général. Il possédait une habitation sucrerie à Léogane, non loin de Port-au-Prince. Il fut guillotiné à Paris en 1794. Sa veuve, Joséphine, épousa un an plus tard le général Bonaparte, alors en disponibilité. Après l'évacuation des Anglais, l'habitation à Léogane étant en ruine, elle s'adressa à Toussaint pour lui demander son aide. Toussaint lui répondit fort aimablement, ce qui donna lieu à une correspondance entre eux, qui devint de plus en plus amicale, et bientôt, par ordre du général en chef de l'armée de Saint-Domingue, l'habitation fut relevée et pourvue de plusieurs sortes d'animaux, aux frais de l'État. Ces relations épistolaires amicales se poursuivirent ensuite. Toussaint avait eu, avec Suzanne Simone, son épouse, 3 fils, Isaac, Saint-Jean et Placide. En 1798, Placide, qui était à cette époque au collège de la Marche, prit l'habitude d'aller dîner et déjeuner régulièrement chez Madame Bonaparte, rue Chanterelle ou rue de la Victoire, avec le colonel Cazes, aide de camp, et Guilbre, secrétaire général en chef de l'armée de Saint-Domingue, que Toussaint avait envoyé en mission à Paris auprès du Directoire. Joséphine disait mille biens de Toussaint Louverture et de Placide à M. Dernier, qui était professeur de mathématiques au collège de la Marche et avait été autrefois professeur de philosophie au collège d'Harcourt, où son fils, Eugène de Beauharnais, avait fait ses études. À ce moment-là, Bonaparte était en Égypte. Mais revenons à l'année 1801. Lorsque Bonaparte a pris en mars 1801 la prise de possession de la partie espagnole de Saint-Domingue par Toussaint, alors qu'il œuvrait patiemment depuis des semaines à un compromis pacifique avec l'Espagne, il explosa. Ce coup de force de Toussaint était inacceptable. Désormais, Toussaint Louverture devenait dangereux aux yeux du premier consul. La promulgation de la Constitution du 8 juillet l'exaspéra tout autant. C'était l'affront de trop qui justifiait l'envoi d'un corps expéditionnaire dans l'île. Commandé par le général Leclerc, l'un des beaux-frères de Napoléon, époux de sa sœur Pauline, qui n'osa pas avouer publiquement l'objectif de cette offensive, ce corps expéditionnaire a mis pied sur l'île le 1er février 1802. Cet objectif, pudiquement dissimulé, était de désarmer les officiers et les soldats de couleur, de légaliser l'esclavage, ce qui se fera par décret-loi le 20 mai 1802, et de déporter tous ses partisans de l'égalité de l'épiderme. Alors, la question récurrente peut se poser. Napoléon était-il raciste? Pour l'historien Jean Tullard, considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de Napoléon, il ne l'était pas. Et s'il finira par rétablir l'esclavage, c'est pour des raisons d'ordre public, économique et même diplomatique. Il fallait relancer l'économie coloniale, car nous avions un besoin urgent de sucre, de café et d'autres marchandises. C'est aussi l'opinion de Thierry Lenz,
le directeur de la Fondation Napoléon, qui affirme que Napoléon n'était pas quelqu'un animé par une idéologie raciste. Sans doute, et je ne suis pas loin de partager leur point de vue. Mais, voyez-vous, tout n'est pas si simple, et je me garderai bien d'entrer dans ce débat qui divise les historiens comme les politiques. Je vous avoue cependant que je suis resté un peu dubitatif quand j'ai relu récemment un discours que le premier consul prononça devant le Conseil d'État en 1799. Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc. Je n'ai pas d'autre raison, et celle-là est la bonne. Comment a-t-on pu accorder la liberté à des Africains, à des hommes qui n'avaient aucune civilisation, qui ne savaient pas seulement ce qu'était une colonie, ce qu'était la France? Lorsque le général Leclerc débarque sur l'île avec ses hommes, au nombre de 18 000, qui dépasseront ensuite les 40 000, le moins que l'on puisse dire est qu'ils ne furent pas accueillis fraternellement, en dépit des propos rassurants et des sourires bienveillants de Leclerc. Toussaint, qui ne se leurre pas sur leurs intentions, mobilise aussitôt son armée forte de 20 000 hommes répartis entre l'infanterie, la cavalerie légère et le génie. Quelques jours après le débarquement des soldats français, il rencontre Leclerc, et au lendemain de cette rencontre, il écrit à Bonaparte une lettre qu'il me semble intéressant de vous lire in extenso. Citoyen consul, votre lettre m'a été transmise par le citoyen Leclerc, votre beau-frère, que vous avez nommé capitaine général de cette île, titre qui n'est point reconnu par la Constitution de Saint-Domingue. Les forces destinées à faire respecter la souveraineté du peuple français ont aussi effectué une descente. Elles répandent partout le carnage et la dévastation. De quel droit veut-on exterminer par le fer et par le feu un peuple grossier mais innocent? Nous avons osé former une constitution adaptée aux circonstances. Elle contient de bonnes choses, comme vous en convenez vous-même. Mais il s'y trouve aussi, dites-vous, des articles contraires à la souveraineté du peuple français. En quoi consiste donc cette souveraineté? Quelle est son étendue? Doit-elle être sans mesure et sans limite? Saint-Domingue, cette colonie qui fait partie intégrante de la République française, aspire, dit-on, à l'indépendance. Pourquoi non? Les États-Unis d'Amérique ont fait comme nous, et avec l'assistance du gouvernement français, ils ont réussi à consolider leur liberté. Mais, répondez-vous, il y a des défauts dans votre Constitution. Je le sais, quelle institution humaine en est exempte? Néanmoins, je suis persuadé que le système que vous avez adopté pour votre République ne peut garantir d'une manière plus certaine la liberté individuelle ou politique, la liberté de la presse, ni les droits de l'homme. Le poste élevé que j'occupe n'est pas de mon choix. Des circonstances impérieuses m'y ont placé contre mon gré. Je n'ai pas détruit la Constitution que j'avais juré de maintenir. Je vis cette malheureuse île en proie à la fureur des factieux. Ma réputation, ma couleur, me donnèrent quelque influence sur le peuple qui l'habite.
et je fus presque d'une voix unanime appelé à l'autorité. J'ai étouffé la sédition, apaisé la révolte, rétabli la tranquillité. J'ai fait succéder le bon ordre à l'anarchie. Enfin, j'ai donné au peuple la paix et une constitution. Citoyens consuls, vos prétentions sont-elles fondées sur des titres plus légitimes? Si le peuple ne jouit pas ici de toute la liberté qu'on trouve sous d'autres gouvernements, il en faut chercher la cause dans sa manière de vivre, dans son ignorance et dans la barbarie inséparable de l'esclavage. Le gouvernement que j'ai établi pouvait seul convenir à des malheureux à peine affranchis du joug oppresseur. Il laisse en plusieurs endroits place au despotisme. Mais nous n'en saurions disconvenir. Toutefois, la Constitution de la France, cette partie-là plus éclairée de l'Europe, est-elle tout à fait exempte de ces inconvénients? Si 30 millions de Français trouvent, comme je l'entends dire, leur bonheur et leur sécurité dans la révolution du 18 Brumaire, on ne devrait pas m'envier l'amour et la confiance des pauvres Noirs, mes compatriotes. La postérité décidera si nous avons obéi par affection, par apathie ou par crainte. Vous offrez la liberté aux Noirs en disant que, partout où vous avez été, vous l'avez donnée à ceux qui ne l'avaient pas. Je n'ai qu'une connaissance imparfaite des événements qui ont eu lieu récemment en Europe, mais les rapports qui me sont parvenus ne s'accordent pas avec cette assertion. La liberté dont on peut jouir en France, en Belgique, en Suisse ou dans les républiques bataves, liguriennes et cisalpines ne satisferait jamais le peuple de Saint-Domingue. Nous sommes loin d'ambitionner une pareille indépendance. Vous me demandez si je désire de la considération, des honneurs, des richesses. Oui, sans doute, mais je ne veux point les tenir de vous. Ma considération dépend du respect de mes compatriotes, mes honneurs, de leur attachement, ma fortune, de leur fidélité. Parle-t-on de mon agrandissement personnel dans l'espoir de m'engager à trahir la cause que j'ai embrassée? Vous devriez apprendre à juger des autres que vous-même. Si le monarque qui sait avoir des droits au trône sur lequel vous êtes assis vous commandait d'en descendre, que répondriez-vous? La puissance que je possède est aussi légitimement acquise que la vôtre, et la voix unanime du peuple de Saint-Domingue peut seule me forcer à l'abandonner. Elle n'est point cimentée par le sang. Les hommes cruels dont j'ai arrêté les persécutions ont reconnu ma clémence. Si j'ai éloigné de cette île certains esprits turbulents qui cherchaient à entretenir le feu de la guerre civile, leur crime a d'abord été constaté devant un tribunal compétent et enfin avoué par eux-mêmes. Est-il quelqu'un d'entre eux qui puisse dire avoir été condamné sans être entendu? Cependant, ces mêmes hommes vont revenir encore une fois. Ils vont déchaîner de nouveau les assassins de Cuba pour nous dévorer. Et ils osent prendre le nom de chrétiens. Pourquoi vous étonnez-vous de ce que j'ai protégé la religion et le culte de Dieu, créateur de toutes choses? Hélas, j'ai toujours honoré et glorifié cet être plein de douceur, dont la parole sacrée n'a que depuis peu trouvé grâce auprès de vous. C'est dans son appui que j'ai cherché ma consolation au milieu des périls
et jamais je n'ai été trompé dans mes espérances. Je suis, dites-vous, responsable devant lui et devant vous des massacres qui se commettent dans cette île infortunée. J'y consens. Que notre sort dépende de sa justice, qu'il décide entre moi et mes ennemis, entre ceux qui ont violé ses préceptes et abjuré son saint nom, et l'homme qui n'a jamais cessé de l'adorer. Toussaint l'Ouverture, mi-février 1802. Très rapidement, les sourires et les amabilités font place aux armes, et des combats très durs s'engagent entre les soldats de Leclerc et l'armée de Toussaint. Ils se poursuivront jusqu'en mai. Conscient de la faiblesse numérique de ses forces et malgré leur vaillance, Toussaint n'a plus qu'un espoir, celui de la fièvre jaune qui commence à décimer l'armée française et manœuvre donc en sa faveur. Mais cet allié inattendu, s'il y contribuera, il terrassera le général Leclerc, ne suffira pas à renverser la situation et le 6 mai, Toussaint est contraint de capituler. On a beaucoup épilogué sur le « je t'aime, moi non plus » entre Napoléon et Toussaint l'Ouverture, dont on a vu qu'ils avaient de nombreux points communs et qu'ils s'appréciaient. Mais Napoléon, Toussaint l'Ouverture, ce fut aussi, me semble-t-il, la lutte de deux égaux. Et s'ils finirent par s'affronter frontalement, c'est justement parce qu'ils se ressemblaient trop. Avec les mêmes qualités, le même génie politique et militaire, et les mêmes défauts incoercibles. Et qu'enfin, leur orgueil était démesuré. Toussaint l'Ouverture voulait être le Napoléon des Caraïbes. On a vu que c'est de sa propre initiative qu'il chassa les Espagnols de la partie de l'île qu'ils occupaient. Or, il ne pouvait y avoir dans ce monde qu'un seul Napoléon, le premier, l'authentique, le Napoléon blanc. Et Toussaint l'Ouverture le comprit très vite. Mais n'étant pas homme à s'incliner, il tint tête avec arrogance, tant qu'il put, à celui qu'il avait pris pour modèle, et il en paya de sa liberté, et même de sa vie. Toussaint s'est-il offert en sacrifice lorsque Bonaparte déclina son projet de Commonwealth à la française en 1799. C'est ce que pensait Aimé Césaire. C'est une hypothèse probable en tout cas. Je crois aussi que l'Ouverture, dont la prescience était remarquable, songea à un moment donné que sa disparition, voire peut-être son martyre, précipiterait sa victoire à laquelle, lui vivant, ne pouvait plus vraiment prétendre en raison des forces françaises importantes qui lui faisaient face. Ce n'est que dans la Bible que David parvient à terrasser le géant Goliath. Après sa capitulation, Toussaint est arrêté et assigné à résidence dans sa propriété. Mais, en dépit des promesses qui lui avaient été faites en échange de sa reddition, il est déporté en France avec sa famille en août 1802. En montant sur le Hérault, le vaisseau qui le menait en métropole, impassible, il lança avec fierté. En me reversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. En France, séparé de sa femme et de ses enfants, il est enfermé avec son fidèle serviteur, Mars Plaisir,
dans le fort de Joux, au cœur du massif du Jura. Plutôt que de le juger, Napoléon le laissa croupir dans un cachot humide où il supportera des conditions de détention épouvantables et inhumaines. Le but affiché du premier consul étant de le briser moralement et physiquement par de nombreuses vexations, humiliations et brimades. Malgré la force de sa volonté, Toussaint ne put pas résister à de telles conditions. Froid, mauvaise alimentation, absence d'aération et de lumière, solitude. Même Mars Plaisir est séparé de lui en septembre. Et 8 mois plus tard, le 7 avril 1803, Toussaint meurt d'apoplexie et de pneumonie après un hiver rude qui acheva de le détruire. Le château de Joux défend les approches de Pontarlier. Il a vu succéder dans ses donjons 2 hommes dont la Révolution gardera la mémoire. Mirabeau et Toussaint Louverture, le Napoléon noir, imité et tué par le Napoléon blanc. Écrit Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe. Quelques années plus tard, en mars 1812, Napoléon y fera enfermer le général Dupont de l'Étang, arrêté après sa défaite cuisante à la bataille de Bailén face aux Espagnols. La capture de Toussaint Louverture et son exil, puis sa mort ignominieuse, n'auront pourtant rien changé à la situation à Saint-Domingue. L'armée française, humiliée et traumatisée, après avoir perdu 55 000 hommes au total, quitta définitivement l'île en 1803, battue par la fièvre jaune et par la rébellion générale de tous les habitants, noirs, blancs et mulâtres. Ce fut la première grande défaite d'une armée napoléonienne, annonçant le désastre de 1808 en Espagne et la déroute de 1812 en Russie. Dès 1804, Saint-Domingue proclame son indépendance. La République de Haïti était née au prix exorbitant de 100 000 morts. Ce fut le premier État noir de l'histoire, et Toussaint Louverture fut érigé pour la postérité en héros national haïtien. Il est indéniable que la mort de Toussaint Louverture, des suites de ces conditions de détention atroces, est une faute lourde de Napoléon, qui, avec l'exécution du duc d'Enghien, altère son image de façon indélébile. Une faute qu'il reconnut dans ses mémoires dictés à Sainte-Hélène, de même que l'utilisation de la force pour soumettre Saint-Domingue. C'était une grande faute que d'avoir voulu la soumettre par la force. Je devais me contenter de la gouverner par l'intermédiaire de Toussaint. Pourtant, ne lui avait-il pas assuré dans plusieurs lettres de son estime et de sa reconnaissance? Ne lui avait-il pas écrit en 1801 « Nous avons conçu pour vous de l'estime, et nous nous plaisons à reconnaître et à proclamer les grands services que vous avez rendus au peuple français. » Mais chacun sait qu'en ce bas monde, la reconnaissance n'est pas éternelle. Et comme le disait fort justement Diderot, la reconnaissance est un fardeau, et tout fardeau est fait pour être secoué. Je vous remercie.